Bonjour René. Bonjour. Bonjour René. Ben, on est en novembre 2016. Ouais. Novembre 2016. Et voilà, il y a un livre qui vient de sortir, qui s'appelle La joie d'être grand-père, aux éditions Edilivre. Et puis ce livre, eh ben, en fait, c'est toi qui l'as écrit avec moi, avec moi, sur le thème de la grand-parentalité. C'est un travail qui nous a pris quand même plusieurs années finalement, parce qu'il a été écrit en grande partie vers 2012, quelque chose comme ça. Oui, parce que je regardais, là, je cite l'âge de ma petite fille, elle avait 2 ans, maintenant elle a 7 ans. Alors, Oui, c'est ça, c'est un travail qui a duré sur le long terme, et maintenant, bon, voilà, ça vient juste de paraître. Alors, peut-être pour évoquer rapidement avant d'en venir plutôt à quelques thématiques centrales du livre, peut-être quelques mots sur la forme que l'on avait choisie, et puis surtout la raison du pourquoi faire ce livre. Oui. Moi je trouve que notre idée, tous les deux, ça a été de faire un livre. Bon, moi je suis un spécialiste de la recherche-action existentielle, donc naturellement j'étais influencé par cette façon de voir les choses en sciences humaines, et donc l'idée c'est de faire un livre qui, sur le plan de l'existentialité, soit un peu en recherche-action aussi. Et en recherche-action avec nous deux, quoi, enfin, entre nous deux aussi. Donc on a essayé de faire cela d'une façon originale, c'est-à-dire par entretien croisé, on pourrait dire, où moi je présentais un certain nombre de thèmes, et tu rebondissais, tu retentissais à ces thèmes, et puis je repartais sur ces thèmes, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de démarche spirale, où peu à peu on approfondissait la question qui est pour moi clé, et que je voulais traiter, c'est la joie d'être grand-père. Alors c'est comme ça, un peu comme ça c'est fait, avec l'idée qu'on avait aussi, c'est qu'à la fin, il y aurait un site web, un site internet, qui s'appelle d'ailleurs Joie d'être grand-père, et qui reprendrait ces thématiques avec les poèmes que je peux écrire, enfin quelque chose qui resterait toujours d'actualité en quelque sorte, et que même ma fille ou ma petite fille ou des amis pourraient aussi toujours en fin de compte alimenter. Oui, c'est l'idée que l'on retrouve dans un ou deux endroits du livre, de dire qu'effectivement, lorsque ta petite fille serait au moins, disons, à l'âge de l'adolescence, elle pourrait à la fois lire le livre, mais aussi apporter sa propre contribution au livre, mais cette fois par l'intermédiaire du site internet qui, lui, continuerait de croître. De rester, bon, parce que de toute façon, ça va rester dans les annales du web, puisque l'intérêt du web, c'est que ça reste. C'est consigné quelque part, c'est en réserve quelque part, et donc on peut toujours aller le chercher. Alors, moi, ça me paraît important. L'autre aspect qui tient au fait que je voulais écrire ce livre, c'est que moi-même, j'ai vécu quelque chose par rapport à mon grand-père maternel. Je n'ai pas connu mon grand-père parce qu'il est mort à 44 ans et je n'étais pas né à l'époque. Et je sais par contre que ce grand-père a eu une influence déterminante sur toute la famille. Bon, c'était un ouvrier hautement qualifié, toute ma famille est d'origine ouvrière. Et cet ouvrier qui était cultivé, qui était intelligent, cultivé, a une influence prépondérante sur l'ensemble on pourrait dire, de l'idéologie familiale. Il a suscité l'intérêt pour la politique,
l'intérêt pour le socialisme de Jaurès, qu'il a connu, enfin, un certain nombre de choses dont m'a parlé ma mère et ma grand-mère, puisque ma grand-mère, par contre, je l'ai connue, mais qui fait que ça m'a donné une sorte d'envie de connaître ce grand-père. Or, j'avais aucun document pour le connaître, aucun document. J'avais quelques photos, j'avais une photo que j'ai réussi à retrouver, etc. Mais sinon, j'avais rien, quoi, j'avais rien. Et je trouve que ça m'a manqué. Je me suis dit, mais pourquoi je n'essaie pas de laisser une trace? Et c'est vrai que la trace, j'ai eu envie de la laisser vraiment pour ma petite fille, Lou, qui s'appelle Lou. Oui, donc, s'appelle Lou Nicolas, et son père s'appelle Nicolas, donc, et c'est vrai que j'ai envie de laisser cette trace, je dirais pour moi-même, sans doute, hein, aussi, mais pour plus que ça, pour une trace symbolique, hein, une trace symbolique qui nous relie. On verra que parmi mes thématiques, la reliance est très important, et pour moi c'est vraiment essentiel. Je me sens au moins relié à mes origines, c'est pourquoi je suis revenu habiter dans mon quartier d'enfance. Je me trouve relié aussi à mes grands-parents, et en particulier à ce grand-père que je n'ai pas connu. Et je pense que je suis relié à ma classe sociale, en fin de compte, et tout ça c'est très important pour essayer de réfléchir, et peut-être d'y réfléchir lucidement, et aussi peut-être aussi de façon critique, naturellement. Alors dans ce livre, en rapport avec ce que tu dis, avec la reliance, mais pas seulement avec la reliance, il y a un certain nombre de thématiques qui un peu centrales, fédératrices de certains autres sous-thèmes. Oui. Et une de ces premières thématiques que tu as souhaité aborder dans le livre, c'est celle de la profondeur. Oui. Alors non seulement celle de la profondeur de la reliance avec l'incoparentalité, mais pas seulement l'incoparentalité. Et là, tu peux en dire quelques mots de cette profondeur. Alors c'est vrai qu'il y a trois concepts que j'ai dégagés qui forment un tout, un système en quelque sorte de vision du monde, pour moi tout à fait fondamentaux. C'est le concept de profondeur, le concept de reliance et le concept de gravité. Alors la profondeur, c'est le concept sans doute le plus difficile à saisir, parce que, même pour moi, parce que je me situe d'emblée par rapport à quelque chose qui fait qu'on est ce qu'on est, c'est-à-dire que nous sommes des êtres vivants. Ces êtres vivants font partie de la terre, de la matière en fin de compte, et cet ensemble-là, cet ensemble-là réfléchit et essaye de dire quelque chose sur cet englobant. L'englobant, je l'appelle le réel monde. Le réel monde, c'est tout ce que l'on est en étant sur Terre, c'est notre système galactique, c'est l'ensemble de l'univers, et tout cela, ça fait partie d'un tout dont nous sommes un élément. C'est-à-dire que je reste dans une perspective, je pourrais dire, assez matérialiste malgré tout, mais où j'ai vraiment conscience de faire partie d'un ensemble qui nous dépasse très largement. Or, ce réel monde, pour moi, c'est non symbolisable. C'est quelque chose qui échappe à notre raison. C'est quelque chose qui ne nous permet pas vraiment de comprendre. On peut le sentir sans doute par intuition, mais on ne sait pas ce que c'est, et à mon avis, on ne saura jamais ce que c'est. Donc, ce réel monde, en même temps, on a besoin d'en parler, parce que nous sommes des êtres parlants en tant qu'êtres humains. Alors, comment en parler? Ben justement, en imaginant, et ça c'est pour moi très important, en imaginant quelque chose que j'appelle la profondeur. C'est pourquoi la profondeur est complètement liée à l'imaginaire. Moi, je me dis que l'imaginaire, c'est la première chose qui existe. C'est ça d'abord qui existe, et là je rattache à un philosophe comme Castoriadis, c'est ce qui existe, et de l'imaginaire découle le symbolique.
hein, le symbolique, le langage, la pensée, etc. Ça découle de l'imaginaire. Mais l'imaginaire, pour moi, est premier et est étroitement lié à ce que j'appelle la profondeur. C'est-à-dire, si je veux parler de ce réel monde dont je ne peux jamais parler, eh bien, je vais parler de la profondeur, et cette profondeur est donc ce trait d'union imaginé entre ce que je peux comprendre et puis ce qui est au-delà de ma compréhension. Mais la profondeur, pour moi, c'est quelque chose c'est un point clé, parce que c'est de cela, à ce moment-là, que tout va découler. Et notamment la reliance va en découler. Parce que dans la mesure où nous faisons partie de ce réel monde, tout est interconnecté, tout est relié. Et en particulier dans le champ de la vie et du vivant alors, animal, végétal, etc., mais aussi, naturellement et surtout, du vivant humain, qui est capable de conscience, de réfléchir sur, etc., eh bien, à ce moment-là, la reliance est un point clé. Nous sommes des êtres reliés, et ça, on ne peut pas ne pas le comprendre et ne pas le savoir. Nous sommes des êtres reliés, c'est-à-dire ce qui se passe pour nous ici et maintenant, quelque part, ça a une répercussion sur l'ensemble, je dirais, du monde humain et du monde vivant. Et donc, la reliance est un point clé qui vient directement donc, de cette idée de profondeur. Et quand on approfondit la question de la reliance, où tout est donc interconnecté, interdépendant, eh bien on aboutit à la question éthique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, et qu'est-ce qu'on peut espérer. Alors oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien d'abord le reconnaître qu'il y a cette reliance, et donc reconnaître aussi que cette reliance nous impose des limites. À la fois, elle féconde complètement notre liberté, en liaison avec la profondeur, mais en même temps, elle impose qu'on ne puisse pas tout faire, et surtout pas tout faire n'importe quoi. C'est pourquoi elle nous impose des limites, mais des limites viables, des limites qui nous permettent justement de vivre et de survivre. Et ces limites, pour moi, c'est ce que je vais appeler à ce moment-là la gravité. L'ensemble de ces limites, c'est ce que j'appelle la gravité. La gravité, c'est la dimension éthique qui se concrétise par la responsabilité. Et naturellement, par rapport à ma petite fille, ça a eu un rôle important. J'y réfléchis aussi par rapport à l'enfant en général, pas seulement à ma petite fille, à ma fille aussi. Et c'est tout un chapitre sur Grondé qui est là, qui est justement un chapitre qui se fonde sur cette idée de limite, mais en même temps sur cette idée de liberté, et notamment la liberté du désir de chacun, qui est une liberté aussi réelle et à jamais oblitérée, à jamais cassée, etc., mais laissée vivre. Et donc la joie d'être grand-père, c'est donc le titre, elle est vraiment au prix de toutes ces dimensions, de ces thématiques que tu évoques. Entre autres, il y en a d'autres qui sont évoquées dans le livre, mais celle-ci en tant que colonne vertébrale, disons, de l'ensemble des thématiques. C'est vraiment en ressentant à la fois toutes ces dimensions reliées entre elles, évidemment, on ne sépare pas la reliance de la gravité, hein, que l'on peut vraiment ressentir, selon toi, cette joie à être grand-parent, ou peut-être à avoir eu des grands-parents. Tu as commencé par ça aussi. Oui. Naturellement, cet ensemble-là est articulé et relié, et de l'ordre d'un processus. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas stable, c'est quelque chose qui est sans cesse en mouvement, je dirais même en état de potentialisation, actualisation, hein, sans cesse dans une sorte de spirale comme ça, qui engrange les éléments du réel, on pourrait dire du principe de réalité, mais qui sans cesse aussi les dépasse. Et sous cet angle-là,
on se développe. On se développe à partir, pour moi, à partir d'un projet implié. Un projet implié qu'on a déjà dans son enfance, on ne le sait pas trop, parfois on le sait très rapidement. Moi, je l'ai su très rapidement pour moi. Même si je ne savais pas ce que c'était, je savais simplement qu'il y avait quelque chose qui devait s'amplifier, se développer en moi. Et je pense que tout être humain a cela. Mais tout être humain ne le reconnaît pas nécessairement. Et ce projet implié, eh bien, il va se déplier, il va se déplier, il va se déplier, il va s'ouvrir de plus en plus. C'est pour ça que mon idée du grand-père, c'est celui qui a déplié au maximum cet être implié qui était en lui-même lorsqu'il était jeune. Donc, le grand-père, c'est le contraire de celui qui se replie dans son petit univers et qui surtout ne veut plus rien voir de la vie, etc. C'est au contraire celui qui, je dirais, qui a un regard en éventail et qui est sans cesse curieux, émerveillé par ce qui existe, même naturellement quand ce qui existe est aussi tragique, parce que c'est pas du tout nier le tragique. Le tragique fait partie aussi de la condition humaine, c'est toute la réflexion sur le mal qu'on ne peut pas évacuer. Mais cette dimension de merveilleux, de d'émerveillement plus exactement, c'est quelque chose qui est essentiel dans cette joie qui avance. Enfin, on avance vers cette joie, j'appelle cette joie-là le clair joyeux, moi. Le clair joyeux. Et cette joie, c'est une sorte de compréhension, mais intuitive, de cette profondeur dont je parlais, qui elle-même s'ouvre sur ce réel monde non symbolisable. Et cette ouverture à laquelle tu fais allusion aussi avec comment dire, l'image de l'éventail, c'est différent pour un parent qui, oui, on le dit dans le livre de toute façon, mais c'est pour éclairer mieux les choses encore, différent pour un parent, enfin le parent que tu as été et le grand-père que tu es aujourd'hui, il y a une marge de une quarantaine d'années. Alors peut-être tu vas me dire, oui, l'éventail était tout aussi ouvert quand j'avais 30 ans, mais pas de la même façon. Est-ce le cas? Mais non, justement, je pense que plus on vieillit, et à condition naturellement de ne pas avoir des maladies qui nous invalideraient, etc., mais plus on vieillit et plus l'éventail s'agrandit, s'élargit. C'est-à-dire plus, en fin de compte, cet être implié qu'on avait au fond de nous-mêmes se déploie. Donc, naturellement, entre l'adulte que j'étais et le grand-père que je suis, il y a une différence de déploiement de l'être implié. Et parce que quand on est adulte, on a des responsabilités très, très matérielles, très ponctuelles aussi, on est engagé dans une profession, etc. Et forcément, on n'a pas le temps non plus, on ne prend pas le temps de pouvoir réfléchir à tout cela. Alors qu'en vieillissant, on prend le temps et on approfondit ce qui était déjà en nous, même à l'âge adulte et même, je crois, même dans l'enfance. Et ça, c'est un des points clés, je trouve, de la joie d'être grand-père. Un des moments les plus agréables que je peux avoir, c'est quand je suis dans un square où il y a des enfants, petits-enfants, où je les vois jouer, où je les vois s'émerveiller, où je les vois bondir, où je les vois se taquiner, etc. Et je les regarde plutôt en état de contemplation, hein, comme si c'était ce réel monde qui se concrétisait à ce moment-là dans l'espace enfantin que j'avais devant moi. Moi j'ai envie de, maintenant pour revenir un peu sur l'aspect construction de l'ouvrage, conception de l'ouvrage lui-même, j'ai envie de dire, peut-être là pour arriver à la fin bientôt, qu'il ne s'agit pas du tout d'une sorte de guide pour être le bon parent joyeux, on va dire, quoi. Parce que des guides sur la grand-parentalité, grand-père ou grand-mère, il en existe plein. Il en existe plein. Si on fait une revue rapide, je crois qu'il y a même des recherches qui ont été faites là-dessus, d'ailleurs, pour voir comment fonctionnaient les guides qui donnent de prétendues recettes qui marchent prétendument.
et qui, on peut se douter, ne marche jamais, puisque une même recette, dans le cas éducatif, peut difficilement être appliquée à tout le monde. Donc, c'est pas du tout ça que l'on a fait, c'est pas du tout un guide pour être le bon grand-père au début du millénaire, là, hein. Mais c'est vraiment plutôt des réflexions autour de la grand-parentalité, des réflexions au sens le plus large. Mais c'est pas non plus quelque chose qui dilue la grand-parentalité, c'est peut-être quelque chose qui, par des détours auxquels on ne s'attend pas dans les guides habituellement, permet d'exercer un nouveau regard, là-dessus, c'est-à-dire l'éducation, ou plutôt même la coéducation qu'il y a entre un petit enfant, petite fille, petit garçon, et puis un grand-père ou une grand-mère. Si tout est relié, là aussi, les choses se relient intergénérationnellement, hein, de toute façon. Et donc, moi j'espère que c'est un livre qui donne à voir un peu l'envers du décor des guides, ou des choses qui peuvent s'en approcher, qu'on donne généralement à lire. Hein, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, et en plus, ce n'est pas une autobiographie. Je n'ai pas voulu faire du tout une autobiographie, on me l'a proposé souvent, mais c'est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'est naturellement qu'il y ait des inscriptions existentielles dans ce livre. Ce livre est lié aussi naturellement au déroulement de ma vie, mais c'est pas justement quelque chose qui cherche à être autobiographique, c'est quelque chose qui cherche beaucoup plus à faire retentir des interrogations, sur la transmission de valeurs. Voilà, c'est ça la question. Et notamment, cette transmission de valeurs, c'est quelque chose qui s'est tissé au fur et à mesure du déroulement de ma vie. C'est sûr, donc, du déroulement des rencontres que j'ai pu faire, des livres innombrables que j'ai pu lire, des philosophies à la fois occidentales et orientales, asiatiques en particulier, qui m'ont fécondé. Mais c'est beaucoup plus donc un texte et un champ de réflexion qui vise à essayer de faire comprendre au moins une joie de vivre, une joie d'être d'un grand-père du XXIe siècle. Bien, merci René. Oui. Puis j'espère qu'on va se retrouver pour faire le deuxième tome sur la joie d'être arrière-grand-parent. Oui, arrière-grand-père, voilà. Faudrait oui, alors là, je suis lucide aussi sur la finitude, tu vois. Oui, mais ça veut dire, il y a aussi de plus en plus d'arrière-grands-parents. Oui, mais ils ont voire bientôt arrière-grands-parents. Mais ils ont été grands-parents plutôt que moi. Oui, absolument. Ouais, mais il faudrait aussi leur donner la parole à un moment donné. Oui. C'est étrange quand même, arrière-grands-parents. Ça va pouvoir exister. En tout cas, si on a pu le faire ensemble, c'est parce qu'on se connaît depuis longtemps, et c'est parce que tous les deux aussi, on est passionnés par l'éducation. L'éducation populaire en particulier, l'éducation de la personne, mais aussi par toute la réflexion qui est une réflexion politique sur l'insertion de ce développement de la personne et de cette transmission de valeurs dans une société qui est une société de conflits et souvent de conflits majeurs entre groupes sociaux et entre classes sociales. Bien, merci René. Voilà.